Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans le cadre de votre émission Regard sur les communes. Regard sur les communes, ce soir, une thématique qui va certainement vous donner suffisamment de connaissances, comme nous savons le faire sur ce plateau. Ça sera bien sûr sur la gestion des espaces verts, eaux usées, éboues des vidanges par les collectivités territoriales décentralisées. C'est la thématique qui nous tient en haleine ce soir. Durant 90 minutes chrono, nous allons essayer de mener la réflexion avec nos consultants du jour. Je voudrais nommer Talon Tobou, Luc René, environnementaliste. Il est expert sur les questions d'assainissement. Monsieur Talon, bonsoir. Bonsoir Raoulou et bonsoir à vos millions de téléspectateurs. C'est toujours un réel plaisir d'être convié sur votre plateau afin qu'on puisse débattre sur des questions qui touchent le quotidien des populations dans les collectivités territoriales décentralisées. Et nous osons croire que pendant cette émission de ce jour, et comme les autres, nous allons aborder des points, à n'en point douter, qui doivent édifier davantage les populations. Et au sortir, l'on pourra donner quelques pistes de solutions pouvant aider les différentes collectivités territoriales à mieux s'organiser en matière d'assainissement tant collectif qu'en matière d'assainissement autonome. Très bien. Vous avez planté le décor. Vous avez dit comment est-ce qu'on devait évoluer. Effectivement, on va aller dans ce sens. Merci, M. Talon, de m'avoir emboîté le pas. Vous avez pris la place du présentateur ce soir. Vous commencez déjà à convoiter ma place? Non, pas du tout, pas du tout. Ok, merci beaucoup de nous avoir rendu ce soir. Alors, on va donc, pour planter définitivement ce décor, on va vous faire suivre ce reportage qui nous illustre parfaitement les eaux usées dans la capitale politique du Cameroun. C'est bel et bien Yaoundé. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous suggère de suivre. Tout en papotant, Rikiatou, habitante des Koudou, communément appelée Briqueterie, l'un des quartiers populaires de la ville de Yaoundé, fait sa lessive dans la cour de sa maison. Son eau de lessive est va la déverser à environ 1 mètre en face dans une rigole insalubre où des enfants patauchent parfois. L'eau, si ça descend juste au quartier en bas là, donc dans le marais. Et ce cours d'eau là qui continue comme ça là jusqu'au bois Sainte-Anastasie et puis... Le bois Sainte-Anastasie est un parc créé il y a environ 5 ans, non loin de la Briqueterie. Il reçoit, d'après l'un des guichetiers, 200 à 900 personnes par jour. Le parc est traversé par les eaux venant de la Briqueterie et par celles noirâtres et particulièrement nauséabondes provenant d'un immeuble situé à l'autre bord de la route qui longe le parc. Tout près de ces eaux usées, Nadège et Patricia, des visiteuses, se prennent en photo. Il suffit d'un petit coup de vent, les odeurs nauséabondes sortent. On n'a pas besoin d'aller tout près pour humer ces odeurs-là. Bon, généralement, c'est comme j'étais en train de prendre les photos là tout à l'heure, ça me gêne. Ce n'est pas quand même le seul endroit, je pourrais me retirer et voir, aller un peu plus loin là où il n'y a pas, là où ces eaux-là ne circulent pas. D'autres visiteurs aiment par contre la vue des eaux courantes. Lorsqu'elles ne sont pas nauséabondes, elles sont jonchées d'ordures venant des ménages en amont. Quand je viens ici, j'aime beaucoup plus m'asseoir en bordure de l'eau, pouvoir regarder comment ruisselle l'eau. Par la convergence de ces déchets liquides et solides, le bois Sainte-Anastasie devient malgré lui un petit centre de pollution qui illustre une situation générale dans les villes du Cameroun. Le déficit en centre de traitement des eaux usées. En fait, la réalité, c'est que ces eaux usées sont fortement chargées de métaux lourds, surtout quand ça provient des industries. Et puis, bon, sont beaucoup plus chargées de micro-organismes pathogènes lorsqu'elles proviennent des ménages. William Lemni est chef service des normes et des procédures au ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable. Il y a une réglementation en cours de préparation et cette réglementation va viser spécifiquement la gestion des eaux usées. Ce texte n'existe pas encore, mais c'est en cours de préparation au ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable. Voilà, donc ce qui fait qu'en général, ces eaux usées sont soit pour la plupart juste rejetées dans la nature, c'est-à-dire dans l'environnement, sans traitement, y compris les eaux usées industrielles, ou alors
Pour quelques-uns qui le peuvent, ils font collecter leurs eaux usées par des camions qui viennent vidanger leurs fosses septiques. Et c'est toujours déplacer le problème, puisque quand ils collectent cela, ils partent reverser cela dans la nature. Pour savoir où sont rejetés les déchets des fosses septiques, nous avons rencontré Issa, l'un des propriétaires des camions-citernes qui offrent des services de vidange ou de curage. Déjà, nous avons un site en Bancomo qu'on a loué. Donc c'est où on décharge. Donc on vidange un immeuble, une maison, n'importe quoi. C'est là-bas en Bancomo, en Nomayos, qu'on va déverser sur la route de Douala. C'est dans un marécage. Les maisons sont un peu éloignées. Le site cité par Issa est situé à environ 25 km de l'entrée sud de la ville de Yaoundé. Selon le docteur Nestor Bemo, expert en sciences des eaux et enseignant à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, la situation de ce site de décharge est un véritable problème. Nous l'avons joint par téléphone depuis la ville de Bafan, dans la région de l'Ouest, où il est allé comme consultant pour une société française en vue de trouver des solutions aux problèmes d'assainissement d'eau. C'est un danger vraiment réel. Sur la route de Douala, vous savez qu'à Komiaga, non loin de Balmayo, il y a la station de traitement de l'eau potable destinée aux populations de Balmayo et de Yaoundé. Or, j'ai déjà fait personnellement, à la demande de la coopération française, une campagne de vérification de la pollution et de sa répartition dans l'espace. Et je vous assure que j'ai trouvé une situation alarmante à la station de traitement de l'eau potable à Komiaga qui alimente toute la ville de Yaoundé. Ce qui veut dire que ces gens qui versent les bouts de vidange, extraite des fosses septiques ou des fosses naturelles, posent des sérieux problèmes. Cela présente un risque très sérieux pour la vie des populations qui sont à Yaoundé. Ce qui veut dire que normalement, on devrait même surveiller ces zones de rejet des eaux usées pour pouvoir protéger la vie des populations. Dans la ville de Yaoundé, la communauté urbaine s'est engagée depuis quelques années à réhabiliter quelques petites stations d'épuration d'eau situées en bordure des logements sociaux de la Société immobilière du Cameroun. Mais cette mesure est comme une goutte d'eau dans la mer. En attendant que le problème soit pris à bras-le-corps, les habitants de Yaoundé restent constamment exposés à des épidémies de choléra ou d'autres maladies hydriques. Alors, vous avez donc suivi ce reportage qui vous illustre parfaitement les méandres de ces eaux usées dans la cité capitale. C'est bel et bien à Yaoundé. Nous tournons vers notre expert. Alors, Talon, Tobour, Luc, René, qu'est-ce qu'on entend par eau usée et quel est leur impact dans l'environnement? Merci Raoul, s'il faut rentrer dans le concept littéraire pour parler d'eau usée, on va revenir sur deux cas. Je voudrais dire, on peut avoir des eaux usées domestiques. Les eaux usées voudraient dire quoi? Tout ce qui est lié, ça veut dire le reste d'eau que l'on rejette après les travaux ménagers. Je voudrais parler de la cuisine ou alors dans nos toilettes. Ça veut dire ce qui sort de là, c'est ce qu'on appelle des eaux usées. Ça, c'est pour ce qui est du cas domestique. L'on peut avoir aussi des eaux usées industrielles. C'est-à-dire que les industries de transformation ou bien de production, dans leur process au quotidien, produisent des eaux usées. Donc, en quelques mots, on peut classer ainsi dans les eaux usées domestiques et les eaux usées industrielles. Et tous ont un impact dans l'environnement. Ces eaux usées, évidemment, comme le reportage avec les experts l'ont certainement relevé, ça présente un impact assez significatif sur le plan environnemental et sur le plan sanitaire. L'on peut relever plusieurs conséquences ou bien plusieurs impacts liés à la gestion non écologique de ces eaux usées et parallèlement la gestion non écologique des bouts de vidange. Et ici, s'il fallait prendre le cas spécifique de Yaoundé, vous allez vous rendre compte dans le reportage qu'on parle des systèmes d'assainissement collectif. Ça voudrait dire des systèmes, des stations d'épuration construites pour pouvoir traiter ces eaux usées ou bien ces bouts de vidange avant le rejet dans la nature. Et dans ce même reportage, vous vous rendez compte que ces stations de traitement, ça ne satisfait pas le besoin de la population. Et bien qu'existant, nous avons beaucoup qui ne fonctionnent pas. Parce que si vous partez dans la ville de Yaoundé aujourd'hui,
vous allez vous rendre à l'évidence qu'on peut dénombrer 3 stations de traitement des eaux usées, parmi lesquelles nous avons une autant pour moi fonctionnelle, une plus ou moins fonctionnelle, et l'autre totalement et l'autre totalement. Et pour ce qui est du fonctionnel, il s'agit de la station qui est au niveau du Kansik Messa. Ça veut dire que c'est une station d'épuration des eaux liée au Kansik. Donc tous les eaux usées qui proviennent des Kansik sont traitées au niveau de cette station. Le système là-bas, ce n'est pas épandage souterrain. Ça voudrait dire que les eaux usées arrivent, ça traverse des couches filtrantes souterraines, et l'eau qui ressort au final a quand même subi un certain type de traitement au travers des biodégradations. Et au sorti, c'est compatible plus ou moins au milieu récepteur. Mais si vous prenez peut-être la station qui est au niveau du Kansik de la Cité Verte, ce type de traitement, par contre, c'était des traitements avec des plantes. Ça veut dire nous, on plante des plantes dans des bassins où ces bassins réceptionnent de l'eau usée et ces plantes ont des rôles épuratrices. Cette station, par contre, n'est plus fonctionnelle depuis un bon bout. Et si, pour le 3e cas, au niveau de Biemassi, vous allez peut-être, si vous connaissez la ville de Yaoundé, nous avons un carrefour qui a le célèbre nom, Carrefour Kaka, disons comme ça. En fait, cette station fonctionne, sauf que ça a un système, il y a eu un dysfonctionnement. Et ça a créé des fuites parce qu'à un moment donné, les eaux commençaient déjà... Ça crée des fuites et ces eaux usées, au lieu d'être canalisées, de rester dans le système de traitement prévu, se retrouvent dans la rue. Et je crois que tous les habitants de Biemassi peuvent, par eux-mêmes... ceux qui prennent l'axe rond-point, le carrefour qui est juste avant la borsée de Jouvence, là, c'est ça qu'on appelle carrefour Kaka, justement. En fait, donc, c'est à ce niveau que vous pouvez vous rendre compte de l'impact du mauvais système de traitement. Mais pour ces cas, au moins, il s'agit des stations de traitement. Ça veut dire qu'on a au moins essayé. Mais maintenant, ça représente ces stations liées au Kansik, ça représente quel pourcentage par rapport aux populations? Donc, vous pouvez donc vous rendre compte qu'on peut avoir 95%, voire même 99% des eaux usées ou bien des bouts de vidange dans la ville de... Qui se baladent dans la nature. Qui se baladent dans la nature sans même essayer de subir un quelconque traitement. Tout à fait. On va revenir à vous. Le temps d'accueillir notre deuxième invité sur ce plateau, c'est notre expert aussi. Basile Togo est juriste, expert en développement local. Il est avec nous ce soir. Basile, bonsoir. Bonsoir Raoul, bonsoir mon copanéliste. Très bien. Merci vous avez pris le débat, nous sommes déjà en pleine émission. Hein. Tout à fait. Je voudrais vous accueillir sur cette question. On marque là peut-être un problème d'hygiène et salubrité. Cela semble être évident avec ces eaux souillées, ces eaux usées. Je voudrais même dire souillées parce que c'est aussi des eaux souillées. On peut dire ainsi. Hein. Ces eaux usées, souillées, c'est quasiment la même chose. Alors, ce problème d'hygiène et salubrité touche les populations à quel niveau? Oui, il faut, Raoul, avant de répondre à cette question, il faut relever que le traitement des eaux usées au Cameroun ne relève pas simplement que du ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature. Il y a aussi le ministère de la Santé qui intervient, puisque les eaux usées, n'est-ce pas, disposent souvent de maladies hydriques qui affectent nos populations, qui affectent la santé de nos populations. Et je crois que sur cet angle-là, il est important, n'est-ce pas, que la contribution que nous apportons ici dans le cadre de la sensibilisation, parce qu'il faut le dire, hein, dans le cadre de la sensibilisation de nos gouvernants, pour prendre véritablement ce problème en main, c'est quelque chose de fondamental. C'est, si vous permettez, une fois de plus, l'occasion pour moi de vous remercier encore pour ce que vous faites au quotidien, chaque mercredi, à l'effet de sensibiliser nos autorités administratives, nos élus locaux, de sensibiliser nos populations pour véritablement prendre acte de ce que la décentralisation est la clé qui va nous permettre, n'est-ce pas, d'atteindre le développement dont nous souhaitons pour l'émergence en 2035. Lorsque je vais brosser tout cela, il est important de répondre que nos populations sont affectées sur plusieurs formes. Je pense que nous sommes au quotidien victimes, n'est-ce pas, de tout ce qui entraîne les eaux usées, que ce soit au niveau de la vaisselle, que ce soit au niveau, n'est-ce pas, des toilettes, que ce soit au niveau même des vidanges, que ce soit au niveau des fosses septiques. Je crois que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Malheureusement, nous avons comme l'impression que
c'est un problème dont l'État du Cameroun n'a pas encore la plénitude pour disposer, n'est-ce pas, à tous les mécanismes possibles pour véritablement traiter. C'est pour ça qu'on parle peut-être de l'État. L'entité semble être colossale, mais on peut se concentrer au niveau des collectivités territoriales, parce qu'elles sont quand même les premières à subir ces faits-là. Donc, il devrait avoir une action qui devrait notamment être menée par ces maires. Tout à fait. Il y a une action qui doit être menée par ces maires. Il faut savoir qu'il y a une convention qui existe entre la communauté de la ville et les différentes mairies d'arrondissement. Dans cette convention-là, n'est-ce pas, le phénomène de traitement des eaux usées est de la compétence de la collectivité, des mairies de la ville. Donc, parce que ça dispose énormément de moyens. Jadis, on parlait des communautés urbaines qui sont devenues les mairies de la ville. Les mairies de la ville. Donc on ne saurait pour autant pas dégager la responsabilité des maires de la ville, des maires des communes d'arrondissement, parce que figurez-vous qu'il y a comme un laisser-aller. Un laisser-aller par ces maires d'arrondissement qui pensent que cela ne relève pas de leurs compétences, alors que ce sont eux qui sont directement au contact des populations, et les populations les ont élus à la tête de la mairie. Donc il est important que, quel que soit, n'est-ce pas, quelles que soient les instances ou bien les clauses de cette convention-là, qu'ils mettent des moyens à disposition pour le traitement de ces eaux usées-là. Ça commence d'abord par quoi? Par l'irrigation, n'est-ce pas, des rigoles, pour permettre à ce qu'il y ait ce transport. On va arriver, ça c'est déjà des sorties. Nous sommes encore en train de vouloir diagnostiquer le mal. On est arrivé là, certainement. Alors, je me tourne vers d'autres experts. Monsieur Talon, finalement, j'évoquais là un problème d'hygiène et salubrité. Vous savez, lorsqu'il pleut chaque fois, les gens ouvrent rapidement les fosses septiques là, et on voit comment tout cela sort, et cela se transporte. Ça ne transporte pas les eaux de pluie, ça passe se déverser, là où ça peut se déverser. Les gens ont déjà pris ces habitudes-là de façon normale. Alors, dites-nous un peu, quel est le danger que nous encourons, l'être humain? Merci Raoul. Une fois de plus, comme vous avez relevé, nous avons un système de gestion non écologique. On peut parler en ce moment de nos bouts de vidange, parce que les bouts de vidange, quelquefois mélangés avec ces eaux usées, suivant le système de traitement. Parce qu'il s'agit là des toilettes, ça veut dire le système d'assainissement autonome, des toilettes sur pilotis. Vous allez arriver ici à Village, par exemple, vous vous rendez compte que des gens ont créé des plateformes de toilettes sur des coups d'eau carrément. Ça veut dire qu'ils défèquent directement dans les coups d'eau. Et pour le cas dont vous relevez, ça voudrait dire que les gens en ont marre quelquefois en saison sèche parce qu'ils n'ont pas la possibilité de vider leurs toilettes pour que ça se retrouve dans la nature. Et régulièrement, vous vous rendez à l'évidence que c'est pendant la pluie que les gens en profitent donc pour ouvrir leurs toilettes parce qu'il n'y a pas un système en place. Parce que sur le plan communal, qu'est-ce que la commune ou bien qu'est-ce que l'État a mis en place pour pouvoir assurer le traitement de ces eaux usées ou bien ces bouts de vidange? Si on prend le cas de bouts de vidange, ceux qui veulent vraiment traiter, ils font appel à des structures privées. Privées parce que vous vous rendez compte... Nous allons arriver sur le cas de bouts de vidange. Donc, sur le plan spécifique donc, de l'impact environnemental de ces eaux usées dont vous parlez, nous pouvons relever des maladies du péril fécal. Ça voudrait dire, quand ces eaux usées sont vidangées dans nos caniveaux, ça se retrouve dans les bas-fonds. Et dans ces bas-fonds, c'est avec cette même eau qu'on arrose des laitues, qu'on arrose les cultures vivrières. Et ces cultures vivrières, ça arrive sur... On dit d'ailleurs que les choux, on arrose des choux généralement avec ce type d'eau. Les choux et ce qu'on appelle communément les salades, ça arrive sur le marché. On en consomme sans assurer un système de traitement vraiment efficace. Et quand il pleut même, quand on a vidé ces toilettes, ça se retrouve dans des bas-fonds, ça crée des petits étangs sous forme de piscine. Et vous vous rendez compte que les enfants nagent à l'intérieur. Quand les enfants nagent dans ces piscines d'eau usée ou bien de bouts de vidange, qu'est-ce qu'il faut attendre par là? On va s'y attendre à des maladies du péril fécal. C'est dans ce contexte-là que vous vous rendez compte que généralement, dans le septentrion ou bien dans plusieurs zones où parfois le système de vidange, ça veut dire c'est avec les seaux directement qu'on enlève les bouts de vidange dans les fosses septiques et on déverse sur des surfaces vides ou bien dans des caniveaux. C'est généralement en ce moment-là
que vous allez voir la recrudescence des maladies diarrhéiques, des maladies du périfécal et principalement le choléra. Ça, c'est sur le plan sanitaire. Maintenant, si on prend le plan environnemental proprement dit, pourquoi est-ce que nos poissons ne peuvent plus se développer dans des petits étangs piscicoles qu'on installe de façon artisanale ou bien à l'échelle mini-industrielle? Parce que ces eaux usées, quand ça se retrouve dans des petits lacs, c'est chargé en matière organique. On appelle ça généralement la demande biochimique ou biologique en oxygène. Ça voudrait dire quoi? Ça arrive dans l'étang piscicole ou bien dans le cours d'eau. L'oxygène de l'eau qui devait servir pour le développement des plantes aquatiques ou bien la survie des espèces aquatiques à l'instar des poissons, cet oxygène est consommé plutôt pour dégrader ces eaux usées. Ce qui fait que l'eau devient maintenant anoxique. Ça veut dire que le milieu récepteur n'a plus d'oxygène pour nourrir les plantes et pour nourrir les poissons. Conclusion, les poissons vont mourir, les plantes même qui étaient plantées aux abords vont mourir et vont laisser seulement développer les plantes épuratrices d'eau, d'où le phénomène qu'on va appeler d'eutrophisation. Ça veut dire à un moment donné, vous voyez un lac qui avait une surface peut-être de 20 mètres carrés, c'est occupé par des plantes épuratrices d'eau au point où visuellement vous ne voyez plus les eaux du lac. Tout à fait. Pourtant, c'est un lac. Donc nous avons ces impacts et vous avez constaté dans le reportage de tout à l'heure la pollution olfactive. Les gens en ont marre de pouvoir être en plein épanouissement au bois Sainte-Anastasie à Yaoundé et de cohabiter directement avec des eaux qui dégagent des odeurs nauséabondes, ce qui renvoie donc au thème où on parle des espaces verts et des eaux usées. Tout à fait. Comment assurer la cohabitation entre l'espace vert où on est en train de créer des espaces de loisirs et les eaux usées? C'est une équation assez difficile dans nos communautés. Ça voudrait dire quoi? Si on n'a pas encore résolu la question d'assainissement urbain, tant pour les déchets solides que pour des déchets liquides, comment penser durablement à la création des espaces verts qui constituent des espaces de loisirs? Ça ne cohabite pas. Parce que quelqu'un ne peut pas s'offrir des loisirs à côté des ordures, à côté d'un cours d'eau nauséabond, à côté d'une pollution olfactive qui ne permet même pas de supporter dans cet espace vert créé pour ces loisirs. Donc c'est autant d'éléments qu'on peut relever, ce qui ne milite pas en la faveur vraiment d'un assainissement autonome ou bien d'un plan d'assainissement local. Parce que nos communautés même, est-ce que dans leur plan, dans leur budget, il est inscrit un plan? On va y aller. Est-ce que dans leur budget, il y a ce plan? On arrivera. D'autant plus que ces gens-là ont souvent des budgets. Ils ont des budgets qui ont tout ça. Hein? Mais sauf que, le moment venu, ça prend d'autres directions. Ça veut dire qu'au lieu d'aller faire de l'environnement avec, on peut faire les meetings d'un parti politique. Avec cet argent-là, on ne sait pas pourquoi. Alors, Basile et Toro, alors, finalement, on va dire, le problème, il est sociétal. Peut-être, il y en a qui font par manque de connaissances, manque de sensibilisation. Là aussi, il faut communiquer. Oui, avant de communiquer, il faut d'abord que nos magistrats municipaux connaissent le rôle qu'il est le leur. Hein. Je pense qu'ils ont comme l'impression qu'ils ont tendance, n'est-ce pas, à ne pas prendre, n'est-ce pas, à donner de l'importance à ce phénomène de traitement d'eau usée. Il faut dire que la loi sur la collectivité, la loi de 2019, le Code général des collectivités territoriales décentralisées et le décret d'application de 2008 dispose que les maires, n'est-ce pas, notamment les mairies qui ont 6 adjoints au maire, le 3e adjoint au maire qui est chargé... La plupart, ce sont les mairies des grandes métropoles, pour la plupart. Le maire le 3e adjoint qui est chargé de l'environnement. Ça veut dire qu'au sein de la mairie, il y a un budget conséquent qui est voté par le conseil le conseil de communauté, c'est comme ça qu'on appelait avant. Ou le conseil municipal pour assainir ce problème d'eau usée. Mais notamment, vous avez bien dit que cet argent n'est pas pour des fins, n'est-ce pas, telles sortes qu'on peut véritablement traiter ce problème. Ils sont détournés, pas détournés qui sont volés, non, mais ils sont orientés vers d'autres choses qui
n'ont pas véritablement d'importance. Pourquoi? Parce qu'on a comme l'impression que les maires ne prennent pas en considération le problème de traitement d'eau usée, parce que ça ne rapporte pas forcément de l'argent dans les caisses de la mairie. On préfère, n'est-ce pas, orienter certains projets sur les projets sur les constructions et autres qui, ma foi, pourraient, n'est-ce pas, et là, les populations sont délaissées. Et là, les populations sont délaissées à elles seules. Et il y a ces problèmes de maladies hydriques, comme l'a dit l'expert. Il y a ces problèmes, n'est-ce pas, de nauséabonds, d'odeurs fécales qui indisposent même l'environnement où nous vivons le plus souvent. Et c'est ça le véritable problème avec nos maires. Il est important, n'est-ce pas, que dans le cadre de cette sensibilisation, nous puissions leur donner les outils et les permettre, n'est-ce pas, de prendre en considération. Mais qui doit avoir les outils? Est-ce les maires ou les populations aussi? Parce que c'est quand même un problème des populations d'abord. Ce ne sont pas les maires qui ouvrent les toilettes quand il pleut. Ce ne sont pas les maires qui sont à l'origine de ces... Même s'ils ont l'obligation de créer des conditions vivables dans leur arrondissement, il n'y a que les populations elles-mêmes doivent déjà s'y mettre. Sauf qu'il faut que les populations soient sensibilisées. Et c'est la raison pour laquelle il est important de mettre à la disposition des populations cette activité. Dans ce quoi, qu'elles doivent faire les populations pour atténuer tout au moins ce phénomène? Ce qu'on attend de la population, c'est tout comme la gestion des déchets. Vous voyez, quand la population sait qu'il y a un bac à ordures, lorsqu'elle est sensibilisée, la population porte les déchets ménagers pour aller mettre dans ce bac à ordures. Pour le cas d'espèce des eaux usées, qu'est-ce que la commune a mis en place pour que la population puisse s'en servir pour le traitement de ces eaux usées? C'est un phénomène et qu'est-ce que la commune devrait mettre en place? Complexe. Qu'est-ce que la commune devrait mettre en place? Ce que la commune devrait mettre en place, comme vous avez constaté tout à l'heure, nous avons déjà des systèmes, des stations de traitement. Ça voudrait dire, ici, dans la ville de Douala, avec tous les camps qu'on a ici à Koto, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de système de traitement des eaux usées. Ça veut dire, si dans les zones comme Koto, où on a des camps où on a une concentration de population spécifique, on ne peut pas assurer déjà un système de traitement collectif ou bien semi-collectif sur place. Comment pensez-vous qu'on puisse mettre à disposition des populations lambda un système de traitement? C'est un peu assez complexe dans la mesure où la vision stratégique de ces communes n'intègre pas vraiment systématiquement l'assainissement autonome ou bien l'assainissement collectif. Donc nous pourrons déjà, dans un premier temps, permettre à ce que toutes les grandes concentrations, quand vous arrivez à Yaoundé ou bien dans des zones administratives, où on sait quand même qu'il y a une concentration de masse humaine, si on peut déjà rendre fonctionnelles les stations qui sont en berne jusqu'à présent, ou bien en créer d'autres, ça c'est le premier pas. Parce que tant que le système d'assainissement semi-collectif n'est même pas encore maîtrisé pour un groupe de 50, 100 personnes, il sera difficile de penser à un système d'assainissement individuel où des populations sont dans des zones assez reculées et qui est assez difficile de les fédérer autour d'un projet commun d'assainissement. Quel est le bien fondé de ces stations d'assainissement, de ces eaux usées? Quel est le bien fondé? Le bien fondé, c'est qu'on a relevé tout à l'heure comme impact environnemental, social, sociétal et voire sanitaire. On peut y trouver directement son bien fondé. Parce que tout à l'heure, nous avons relevé les différents impacts. Ça voudrait dire que si on a su un système de traitement des eaux usées, ces impacts vont disparaître. Alors, si on assure un système de traitement de ces eaux usées, est-ce qu'on peut utiliser ces eaux usées après le traitement? À quoi ça servira? OK. Pour ce qui est de ces eaux usées, en fait, les eaux usées ont une charge bactérienne. L'objectif n'est pas de s'en servir plus tard. Sauf dans des pays... C'est d'atténuer le risque. Sauf dans des pays arides où il y a manque d'eau. Ça veut dire qu'on peut réutiliser pour faire autre chose. Peut-être revégétaliser les... Dans des zones désertiques, par exemple. Dans les zones désertiques. Mais dans notre contexte, nous n'avons pas un gros problème en matière d'approvisionnement en eau. Ça voudrait dire, dans la loi cadre de 96 portant, loi cadre sur l'environnement, parle de principe pollueur-payeur. Ça voudrait dire, si vous polluez, vous devez payer. Pour le cas d'espèce,
Le système de traitement qu'on met en place, c'est pour permettre que l'eau qui arrive dans le milieu récepteur ne crée pas un impact sur ce milieu. Ça retrouve une autre eau qui sont compatibles et que ça ne déstabilise pas l'écosystème du milieu récepteur. C'est pour ça que le ministère de l'eau et de l'énergie va vous parler des taxes de déversement d'eau usée. Ça veut dire, comme on sait que l'entreprise produit les eaux usées, on ne focalise pas l'attention sur le traitement. Combien d'entreprises, je ne voudrais pas les nommer, dans la ville de Douala, ont un système de traitement de leurs eaux usées? Ces entreprises sont combien? Sur 100 entreprises à Douala, on ne peut pas compter 5 qui ont un système de traitement dans des eaux usées. Et si on revient donc sur cette taxe qu'on paye, l'entreprise, on dit pollueur-payeur. Mais normalement, quand je paye, c'est pour que tu m'aides à traiter. Maintenant, quand l'entreprise paye ces taxes pour avoir déversé des eaux usées dans la nature, que fait le ministère de l'énergie et de l'eau avec cette taxe? Est-ce que c'est reversé à la commune pour qu'on puisse penser à un plan d'assainissement autonome ou un plan d'assainissement collectif dans la commune? Donc, c'est l'argent qui est collecté donc, au quotidien auprès même des entreprises, mais on ne voit pas à quoi ça sert. Parce que ces entreprises continuent de polluer. Et c'est des plus grands pollueurs. Je peux vous inviter dans la ville de Douala à voir des cours d'eau ou bien des caniveaux où l'eau y passe de façon... C'est rougeâtre. En saison sèche comme en saison pluvieuse. Avec tous les impacts dont on vient de relever. Ces entreprises payent les taxes de déversement des eaux usées. Mais on ne voit pas où passe cet argent. Cet argent, pas où. Ça veut dire, pourquoi donc ces entreprises doivent être motivées à construire une station d'épuration? Si en payant la taxe, ça passe. Mais il faut tout de même féliciter des entreprises qui s'investissent dans la protection de l'environnement. Non, on ne va pas faire la publicité là-dessus. Il faut laisser. On sait juste qu'il y a certaines entreprises là, s'ils veulent la publicité, ils viennent payer au service commercial et on va faire la publicité, sans souci. Alors, Badi de Togo, finalement, là, on a un souci, un véritable souci. Il y a la collecte de ces fonds, sauf que l'argent reste chez l'État central, qui pourtant, après avoir transféré certaines compétences, oublie de transférer également les ressources à ces communes qui ont pourtant besoin de ces argents pour mener des projets comme du type que l'expert vient de nous dire tout à l'heure. Là, il y a un problème de gouvernance. Oui, on peut relever qu'il y a un problème de gouvernance parce que c'est vrai qu'il y a le transfert de compétences au niveau de l'environnement parce que la santé, l'environnement entre dans le cadre de la santé, c'est ce dont nous sommes en train de débattre là. Mais il y a il n'y a pas encore un transfert efficient, n'est-ce pas, des centimes additionnels ou bien des péréquations de 15% dont dispose la Constitution à travers les collectivités décentralisées. Parce qu'actuellement, je pense que le transfert de financier est de 7%, ce qui est largement insuffisant. Mais quand on dit même le transfert 7%, il s'agit de quel transfert? C'est un peu gênant, ce type de chiffres qu'on avance là. On dit 7%, c'est quoi 7%, c'est quel transfert? Quelqu'un peut me dire ce que c'est? On vous dit qu'on vous attendait 15%. Maintenant, on a déjà mis 7%. Les 15%, c'est combien? Ça vient d'où? Les 7%, ça constitue quoi? Les 15%, n'entrez pas dans ce jeu. C'est un flou que je ne voudrais pas qu'on discute sur ce plateau. Suivons vraiment le cours de cette émission. Sinon, ce jeu-là, vous allez vous perdre. Ils savent pourquoi ils embrouillent les gens avec les 7%, 15%, vraiment. Ils nous embrouillent avec ça. Il y a un problème. Il faut transférer les ressources à ces communes qui doivent, en principe, mener les problèmes de développement dans leur contrée. Donc, les 7%, 15%, je ne sais pas ce que ça signifie là, vraiment nous embrouille avec ça. Oui, comme je disais tantôt, qu'il y a quand même un manque de volonté politique dans le cadre de transfert efficient des ressources dont doivent disposer les collectivités pour véritablement travailler, surtout dans le cadre, n'est-ce pas, du traitement des eaux usées, n'est-ce pas. Je crois que pour pallier à ce manque, il est quand même assez loisible de dire que les collectivités elles-mêmes peuvent s'arranger en signant des partenariats économiques avec d'autres institutions financières ou bien des partenariats bilatéraux avec les autres collectivités, même extérieures, comme nous avons vu dans le cadre de la mairie de Banganté, je ne voulais pas le citer, où l'ancien maire a signé un partenariat pour la construction d'une centrale d'épuration des eaux usées. Et aujourd'hui, ça fait des fiertés depuis 4 ans, ce que c'est déjà disponible. Donc, c'est quelle mairie? Vous avez dit quelle mairie? La mairie de Banganté.
L'ancien maire Ketia Koutez, je sais qu'il est ministre aujourd'hui. Quand elle était encore maire, elle a signé un partenariat. Actuellement, je pense qu'il y a une construction. Et il y a une entreprise d'épuration des eaux usées qui se trouve au niveau de la mairie, qui est gérée par la mairie de Banganté, qui fait un travail énorme parce que, souvenez-vous, rappelez-vous que nous avons dit tantôt, sur le compteur de l'ESPER, que le traitement de ces eaux usées permet, n'est-ce pas, de dégager un certain nombre d'engrais fertilisants qui peut permettre à ce que les cultures, permettent à ce que nos agriculteurs puissent, n'est-ce pas, véritablement utiliser de l'engrais qui manque aujourd'hui parce qu'il y a cet embargo, à l'occurrence en faveur de la guerre Russie-Ukraine, où les engrais sont carrément bloqués au niveau de la Russie. Je pense que c'est un élément qui peut permettre à ce que nous puissions pallier à ce manque d'engrais au Cameroun. Je crois que c'est un élément très important où il faut vraiment que l'État puisse se mettre les moyens afin que les collectivités territoriales décentralisées puissent avoir, n'est-ce pas, au sein de leur localité, des centres d'épuration des eaux usées pour leur permettre, n'est-ce pas, de se développer. Alors, avant de continuer, je vais vous proposer de suivre un peu ces stations d'épuration d'eau en France, cette fois-ci en France. Vous allez me dire que c'est des pays développés, alors ils ont tous les moyens, mais ça participe d'une certaine volonté politique qui, en principe, devait drainer les moyens par la suite. On va suivre ça avec beaucoup d'attention. En France, avec près de 8 millions de personnes raccordées au système d'assainissement, Lyonnaise des Eaux France traite annuellement près de 600 millions de mètres cubes d'eau usée. Grand défi contemporain, le traitement de ces eaux usées est garant de la préservation de nos ressources en eau et de notre environnement. Afin de rejeter une eau propre en milieu naturel, une succession de traitements s'impose. Nous sommes ici sur le site de la station d'épuration de la communauté d'agglomération d'Évry, à une trentaine de kilomètres au sud-est de Paris. Des vis sans fin aux vis d'Archimède acheminent en tête de station d'épuration les eaux usées qui sont collectées jusque-là par le réseau d'égouts. Ici débute le pré-traitement. Grâce au dégrillage, l'eau brute est débarrassée des éléments les plus volumineux. Cette première étape consiste à retenir au travers de grilles les éléments supérieurs à 1 cm. Vient ensuite le dégraissage des sablages. Les eaux usées sont débarrassées du sable qu'elles contiennent. Le sable tombe au fond du bassin par simple gravité. Dans le même temps, et afin d'éliminer les graisses, on injecte de l'air dans le bassin, ce qui permet de les faire remonter à la surface. Elles sont alors récupérées et éliminées dans une chaîne de traitement adaptée pour le traitement des graisses. Le pré-traitement est maintenant terminé et c'est la phase de traitement primaire qui va pouvoir commencer. L'eau est laissée au repos dans un bassin de décantation. Les matières en suspension tombent au fond du bassin. Elles constituent des boues qui sont évacuées vers la filière de traitement des boues. C'est la décantation primaire. Puis vient le traitement biologique. Celui-ci repose sur l'activité de bactéries qui vont se nourrir des matières organiques encore présentes dans l'eau. Ces bactéries sont principalement aérobies et sont cultivées dans des bassins spécialement conçus à cet effet, dans lesquels on injecte de l'air. Le rôle de ces bactéries est de transformer naturellement la pollution organique et d'éliminer le carbone, l'azote et le phosphore contenus dans les eaux résiduaires. Cette activité biologique produit des boues. Dernière étape, l'eau passe par le clarificateur. Dans ce bassin, par un processus naturel de décantation, l'eau et les boues biologiques se séparent. L'eau claire sort par les goulottes de débordement. Avant de regagner le milieu naturel, l'eau passe dans un canal de mesure pour déterminer le débit et effectuer des prélèvements réglementaires. Environ 10 heures de traitement auront été nécessaires pour nettoyer les eaux usées. Épurées, elles pourront réintégrer un cycle naturel, garantissant la préservation de nos ressources en eau et de notre environnement. Alors, M. Talon, un commentaire. Vous vous rendez compte là
qu'il y a 9 millions de personnes raccordées à un système, à un réseau d'assainissement. Si l'on ramène ça dans notre contexte, si l'addition en eau potable dans notre contexte est déjà chose très difficile, voire impossible dans certaines zones, dans certains quartiers ici dans la ville de Douala, comment pensez-vous qu'on peut immédiatement passer à un système de raccordement d'assainissement? Ça veut dire que l'eau potable qui est plutôt vitale n'arrive pas chez vous. Comment permettre à ce qu'on puisse raccorder chez vous pour plutôt traiter, récupérer vos eaux usées et traitées? Cela rejoint ce que je vous ai signifié tout à l'heure pour vous dire il y a des centres pilotes dans notre contexte. Nos centres pilotes, c'est au moins ces canciques où on sait qu'il y a des concentrations de population ou bien des administrations où on sait qu'il y a des concentrations de population. En ce moment, on peut mettre en place ces systèmes de traitement et être sûr que c'est efficace. Là, au moins, ça peut limiter parce que c'est ces agglomérations, dès que le traitement n'est pas maîtrisé, ça se retrouve dans la rue comme le carrefour caca où la pollution olfactive est vécue au quotidien. Maintenant, si à ce niveau, nous ne sommes pas déjà confortables pour pouvoir un centre pilote qui sont nos canciques, nos formations sanitaires ou bien nos structures administratives, si à ce niveau, on n'arrive pas à assurer et garantir un système de traitement efficace d'eau usée, comment pensez-vous qu'on peut garantir un réseau d'assainissement qui n'est pas différent d'un réseau d'adduction en eau potable? Est-ce que c'est impossible? Nous n'avons pas dit que c'est impossible, mais parlons du réel. Ça veut dire que ce qui est possible maintenant et qui est déjà expérimenté, faisons-le d'abord, après on évalue la performance avant de passer à l'étape. Qu'est-ce qui est possible maintenant et qui a déjà été expérimenté? Qu'est-ce qui est possible maintenant? Ce qui est possible, comme je l'ai signifié tout à l'heure, c'est d'aller dans tous nos canciques, ressusciter toutes les stations qui fonctionnent. Mais vous ne parlez que des canciques. Les canciques ne représentent pas 30% de la population du Cameroun. C'est donc pour ça que je parle donc de centre pilote. Parce que c'est là-bas où ces différents projets, avec des financements, ont eu d'abord lieu. Je voudrais quitter des canciques, si vous voulez que j'en parle, je rentre dans les centres hospitaliers. Au CHU de Yaoundé, vous avez une station de traitement des eaux qui ne fonctionne plus. À l'hôpital régional de Yaoundé et de Douala, vous avez des systèmes de traitement qui ne fonctionnent plus. Quel était le budget que ces structures avaient alloué au fonctionnement de ces stations pour qu'aujourd'hui, ce ne soit plus fonctionnel? Ça voudrait dire quoi? Il faudrait que l'on rende déjà cela fonctionnel et qu'on puisse étendre à toutes les autres zones à concentration, à forte concentration humaine. C'est au cas où on aura réussi ce premier pari qu'on peut étendre à la population générale. Ça veut dire créer maintenant des réseaux de traitement semi-collectifs, par zone, par agglomération. Ça voudrait signifier qu'on part peut-être dans la zone de Bali, on se rend compte que Bali a une concentration de peut-être 1000 habitants ou 2000 habitants au kilomètre carré et penser un raccordement pour pouvoir créer une station de traitement à ce niveau, sachant qu'ils sont concentrés. Mais si déjà là où on est concentré, je voudrais parler des hôpitaux, j'ai parlé des canciques, j'ai parlé des bâtiments administratifs. Si déjà là où les gens sont concentrés, on n'arrive pas encore à garantir la performance d'un système de traitement semi-collectif ou bien collectif, comment pensez-vous qu'on peut déjà raccorder les populations un peu d'une maison à l'autre, on peut avoir 20, 30, 50 Et de là maintenant, nous interpellons donc ceux qui sont aptes de le faire, ceux qui ont le pouvoir de le faire, notamment les collectivités territoriales décentralisées. Je crois que c'est là où on devrait donc maintenant voir ces maires en action. Oui, c'est là où on les attend, c'est là où les populations qui les ont élus les attendent. Parce qu'il faut quand même dire que la construction d'un centre de traitement d'eau usée, ça ne demande pas beaucoup d'argent. Hein. Avec le plus petit centre, autant pour moi, peut coûter dans les 230 millions. Alors, est-ce que ça représente beaucoup d'argent au point où les collectivités ne puissent pas mener cette action-là? Ça ne représente pas grand-chose par rapport au voyage qu'il faut à au regard de l'impact environnemental. Ça voudrait dire sur la table des collectivités, s'il y avait ce regard sur qu'est-ce qu'on paie
ou bien quel est le gêne que ça crée dans notre communauté. Ça veut dire qu'elles peuvent avoir les moyens, ces collectivités, sauf qu'il n'y a pas une volonté qui accompagne tout cela. Ils en ont même, ils ont même expérimenté. Vas-y, continuez. Je disais que pour construire le plus petit centre d'épuration d'eau usée coûte 230 millions de francs. 230 millions 230 millions de nos francs. Et il faut, en termes de superficie, près de 2 hectares. C'est possible. Toutes les communautés peuvent avoir 2 hectares, ils peuvent avoir 230 millions. La plus petite mairie au Cameroun, c'est dans les 700 millions de francs l'année. Donc vous voyez que c'est une volonté, cela peut partir d'une volonté. 500 millions de francs, quoi, la plus petite mairie. 700 millions de francs. En termes de compte administratif. Oui, en termes de compte administratif. Et il y en a qui n'atteignent pas ces 500 millions. Vous avez appris avec moi la dernière fois la mairie des banques, par exemple, qui va nous accueillir. Mercredi prochain, la mairie des banques est dans les 300 et poussière des millions en série côtière. Il y a des mairies moins à l'est là-bas. Je parle des mairies qui sont dans les villes. Nous parlons des mairies dans l'ensemble, hein, parce que ce phénomène, même s'il est grandissant dans les grandes métropoles, il peut également se retrouver ailleurs. Vous avez parlé de Bangaté tout à l'heure. Si on s'en va voir, Bamayo, ça existe. Bamayo n'est pas une mairie, en fait, n'est pas une communauté, ou alors n'est pas une mairie, comme on dit, les mairies des villes, là, c'est une mairie d'arrondissement. Tout à fait. Donc, dans tous les cas, il faut tenir compte de leur capacité aussi. Oui, donc, pour construire un projet, pour construire un centre d'épuration des eaux usées, 230 millions de francs, vous pouvez construire. Je pense que la mairie de Bangaté l'a construit avec l'appui de la fondation Véolienne, qui est une fondation française dont je ne voudrais pas faire la publicité ici. Et c'est un centre d'épuration qui fonctionne normalement, puisque les autres mairies qui sont autour de la mairie de Bangaté viennent aussi déverser. En fait, les entreprises qui font dans les vidanges des fosses viennent déverser aussi les produits là-bas. Ces produits là-bas pour le traitement. Et vous voyez que ça génère de l'argent, puisque lorsque vous déversez, vous payez de l'argent pour le traitement de cette boue-là. Donc, toutes les mairies peuvent s'en procurer. Il suffit juste de monter un projet bancable. Je ne sais pas quel est le banquier qui, lorsqu'il voit que c'est un projet d'envergure qui peut toucher des communautés, quel est le banquier qui ne va pas suivre ce projet. Donc, il ne faut pas que les mairies, les maires, les magistrats municipaux se dédouanent du fait qu'ils ne peuvent pas avoir de l'argent. Tout le monde peut le faire. Il faut chercher des partenariats pour le faire. Donc, pour ma part, je crois que c'est possible. C'est possible pour répondre à votre question. Et qu'est-ce qui leur manque? C'est la volonté. Ou bien peut-être c'est l'information. Peut-être qu'ils n'ont pas l'information qu'il faut nécessairement cette somme d'argent. Donc, pour ma part, je pense que avant d'arriver à ce niveau, ce que les mairies peuvent faire, c'est déjà la sensibilisation des populations. Et je voudrais dire que c'est qu'est-ce qu'elles doivent dire aux populations? Que les populations déversent plus les eaux, n'importe comment, qu'on n'ouvre plus les toilettes lorsqu'il pleut. Elles doivent dire quoi? Par exemple, que les populations ne déversent... Parce que ces populations veulent également se débarrasser quand même de tout ce qui les gêne. Là. Que les populations, n'est-ce pas, ne canalisent plus, n'est-ce pas, les fosses septiques vers les rigoles. Parce que ça cause des maladies périphériques, les maladies hybrides que nous avons citées tout à l'heure, qui gênent ces mêmes populations. Que les populations prennent déjà l'initiative de construire des fosses septiques en bonne et due forme. Je pense que c'est par là que la sensibilisation peut passer. Et c'est l'occasion, n'est-ce pas, de mettre à contribution la police municipale qui, généralement, ma foi, se trouve plutôt sur les routes. Sur les routes. Non, la police municipale appuie les services d'hygiène. Oui. Parce que la police municipale, c'est la police de la localité. C'est elle qui appuie les services compétents qui descendent sur le terrain. On peut les mettre en contribution pour sensibiliser, n'est-ce pas, les populations en descendant dans les quartiers. C'est là le rôle du magistrat municipal. C'est là où on l'attend. C'est là où les populations les attendent. Dans le cadre de la sensibilisation et en trouvant aussi des moyens pour véritablement mettre sur pied un centre d'épuration des eaux usées, comme nous avons cité tout à l'heure. Tout à fait. On sait que la décentralisation leur donne quand même un certain pouvoir, celui d'aller chercher les moyens là où se trouvent, sauf qu'on constate que dans la plupart des conseils municipaux, cette question ne semble pas être intéressante. Pourquoi est-ce que cela n'excite pas la curiosité des maires? Voyez-vous, quand vous regardez un peu on pourrait ramener au contexte local, la géopolitique, on peut dire comme ça, local, ça devrait les intéresser en quoi? C'est ça la première question. Ça voudrait dire en quoi est-ce que le traitement des eaux usées ou des boues de vidange peuvent intéresser sur le plan économique nos collectivités.
Parce que ce qui les intéresse le plus, c'est Tout à fait. qu'est-ce qu'ils gagnent. Qu'est-ce qu'ils gagnent? Qu'est-ce qu'ils En gagnent. fait, qu'est-ce qu'elles gagnent, ces collectivités? Qu'est-ce que les maires gagnent? Ces magistrats Ce que les maires gagnent, si on regarde sur le plan loisir, voyez-vous, on a parlé du bois Sainte-Anastasie. Il faut créer ça, qui est un centre de loisirs, de tourisme, où des gens, on a cité là des centaines de personnes qui visitent ce centre au quotidien. Au quotidien, tout à fait. Parallèlement, il faut donc assainir d'abord la ville avant de penser au tourisme. Si jamais nous n'avons pas notre ville propre, comment accueillir nos touristes? Ça veut dire comment engranger de l'argent sur le plan touristique. Parce qu'un touriste, quand il veut dépenser son argent, il a besoin d'un certain confort. D'un certain confort. D'un certain confort. Donc nous ne pouvons pas avoir de touristes dans les bidonvilles. Parce que nos bidonvilles sont nauséabonds, non pas en matière d'hygiène. C'est vraiment catastrophique. Comment donc engranger l'argent sur le plan touristique si on veut vraiment développer une politique communale sur le plan économique? Maintenant, si on rentre même dans la paye, vous savez, si on prend peut-être l'exemple des bouts de vidange, ici au bois de Seigneur ou bien à Nomayos, on paye 5 000 francs pour déverser sauvagement sur le terrain des populations. Ça veut dire que c'est ces populations, la mairie prélève peut-être ces 2 000, après la population, le responsable du terrain prélève 3 000, mais au final, cet argent, c'est à faire quoi? Parce qu'il y a un poste de mairie là-bas. Ça veut dire qu'il prélève l'argent pour encourager le déversement sauvage des bouts de vidange prélevés dans des cours d'eau. Ils font quoi avec cet argent? Pourquoi ne donc pas constituer des projets économiques durables à pouvoir capter les fonds, solliciter des bailleurs de fonds pour mettre en place un système de traitement de bouts de vidange efficace et que toutes les populations puissent venir maintenant. C'est avec cet argent qu'on récolte, qu'on peut entretenir ces stations. Vous allez voir de façon sporadique certains acteurs privés qui ont l'intention, un peu comme à Nomayos, il y a un acteur privé qui a l'intention, jusqu'à présent, de pouvoir construire une station de traitement des bouts de vidange. Est-ce qu'il est soutenu? Pourquoi ce n'est que l'acteur privé qui prend ce projet en main? Quel est, sur le plan communal, le projet de développement environnemental qui a été déposé sur la table du conseil municipal en dehors des différents projets économiques? Est-ce que des projets environnementaux ne sont pas viables, durables pour pouvoir capter les fonds sur le plan de partenariat et créer une valeur ajoutée dans cette commune? Donc, en quelque sorte, on veut quelque chose de contraire. On veut que les gens viennent dans notre commune sur le plan touristique, mais on ne veut pas leur donner les conditions nécessaires. Allez à Douala 5e, vous vous rendez compte, si on prend, peut-être on va évoquer le point tout à l'heure, l'espace vert qui est entre le marché Bonamoussadi et le Carrefour Koto, c'est presque le mieux entretenu dans la ville. Cet espace vert est entretenu par des jardiniers qu'on leur a peut-être offert cet espace. La propreté de cette zone fait qu'il y ait des créations de niches d'activités économiques qui tournent 24 sur 24. Tout à fait. Mais je pense aussi que ces mairies prélèvent des taxes, des différentes taxes, je ne suis pas spécialiste du domaine, à tous ces gens qui créent des manèges un peu partout. On crée des manèges. Mais comment vous allez créer un manège à côté d'un point d'émanation d'odeur d'un nauséabond? Nous avons quelques communes ici à Douala qui peut concurrencer la commune de Douala 5e, qui pour peu, qui est l'espace un peu propre, disons comme ça, développe des différents points d'attraction sur le plan touristique. Donc, nous avons beaucoup de points qu'on peut relever qui puissent faire rentrer l'argent dans la commune pour peu que les projets viables d'assainissement soient déposés sur la table, débattus et qu'on puisse chercher des financements. Et quelquefois, on n'a même pas besoin de rechercher des financements quand le projet est à faible échelle. Donc, les potentialités sont là. Il suffit juste qu'il y ait la volonté de nos magistrats. Alors, est-ce que cela ne pose pas aussi un problème de pauvreté de certains mairies qui se disent que, OK, autant mieux d'ailleurs, chercher d'abord ce qui nous donne l'argent immédiatement là, avant de voir comment on va investir
pour le bien-être des populations. Et très souvent, le mandat fini, ils n'investissent pas. Ils sont toujours en train de chercher l'argent parce que justement, cet argent ne suffit jamais. Et là, est-ce qu'on n'a pas populisé ces mairies-là sciemment pour qu'elles ne puissent vraiment, véritablement pas se mettre en action? Mais déjà, il faut reconnaître qu'il ne peut pas avoir de développement si la population est malade. Puisque c'est la population qui est productive et qui génère de l'argent. Lorsque les populations mettent sur pied des activités génératrices de revenus, là, qui permet à ce que la localité puisse, la mairie puisse aussi avoir de l'argent. Donc, il ne peut pas avoir de développement sans la santé des populations. Donc, les deux vont ensemble. Et je ne voudrais pas que les maires estiment que ce problème d'environnement, de traitement des déchets ménagers, des traitements des eaux usées soit le maillon faible, n'est-ce pas, des actions de la mairie. C'est là où on reconnaît la puissance même d'une mairie. Lorsqu'une mairie peut, n'est-ce pas, se départir de ce genre de problème. Parce que imaginez-vous que lorsque les gens viennent dans une localité, la première chose qu'ils remarquent, c'est l'environnement. Est-ce que l'environnement est propre? Est-ce que l'environnement est sale? Et c'est ça qui peut les permettre, n'est-ce pas, susciter, n'est-ce pas, un autre enthousiasme, que les gens puissent revenir. Personne n'aimerait aller quelque part où c'est sale pour la deuxième fois. Non, vous allez éviter ce genre de problème. Donc, c'est là où même les maires doivent accentuer même le débat, puisque cela concourt, n'est-ce pas, à l'édification ou bien au développement même de la mairie. Donc, pour ma part, je ne pense pas que les maires doivent sous-estimer ce plan d'action, cette action qui relève de leurs compétences. Nous avons bien cité tout à l'heure, puisque les compétences qui ont été transférées aux mairies, le domaine de la santé, le domaine de l'environnement qui est intégré dans la santé, dépend essentiellement de la mairie. Donc, pour ma part, je crois qu'ils doivent trouver des moyens. De toute façon, ils vont trouver absolument les moyens. En tout cas, quand il faut aller... il ne faudrait pas... Quand il faut chercher à faire un voyage en Europe, ils trouvent facilement ces moyens-là. Quand il faut s'acheter des véhicules, pour dire les véhicules des maisons, ils trouvent facilement ces moyens. Tout à fait. Quand il faut peut-être aller financer les meetings de leur parti politique, ils trouvent facilement ces moyens. Mais quand il faut faire des choses de ce genre, on va vous dire que ça émane de la communauté urbaine, ce n'est plus notre responsabilité. Et déjà que le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat a lancé, n'est-ce pas, depuis, je pense que 5 ans, il y a un concours, le concours de la ville la plus propre. Vraiment, on finance. Finalement, c'est pour divertir, ce type de choses. Franchement, je n'acte pas ce genre de choses. Mais je pense que ça contribue aussi à ce que les maires puissent donner les moyens à ces maires. Ils feront ce qu'ils doivent faire. Laisser les affaires de concours de la ville la plus propre. Franchement, la roubladise de ce pays fait en sorte que justement, ce genre de choses permettent aux gens de s'endormir quasiment. On balaye la rue un peu, on met quelques espaces verts, on applaudit, on dit que la ville est propre. Mais écoutez, il y a des choses sérieuses comme celles que nous sommes en train d'évoquer tout à l'heure là. Combien de communes qui ont même déjà gagné cette histoire des villes propres là ont des stations d'assainissement de ce genre? Tout à fait. Combien? C'est là où il faut sensibiliser les il ne faudra pas qu'on nous endorme avec ce genre de choses. Basile, Togo ne nous laissez pas endormir avec ce type de situation. Vraiment, c'est une publicité qui ne vaut pas la peine. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Bon, ce que je voudrais ajouter, c'est revenir surtout sur ce que nous avons dit tout à l'heure. Qu'est-ce que la mairie gagne? Si vous revenez, ça veut dire que nous avons déjà parlé. Et là, il faudra qu'on gagne en temps. Ça ne sert plus à rien de revenir là-dessus. Alors, on va prendre maintenant ce troisième reportage pour évoquer cette affaire de bout de vidange. Vous verrez un peu au Sénégal comment ces gens essayent de gérer cette chose-là. Et puis, nous reviendrons sur ce plateau. Plus de 90% de la population sénégalaise utilise un système d'assainissement individuel dont une grande partie creuse des trous dans les environs immédiats du cadre de vie pour vidanger leurs fosses septiques. Afin de lutter contre cet enfouissement sauvage, l'État a mis en œuvre le programme de structuration du marché des bouts de vidange dans les zones de Pikine et Guédiawaye. Piloté par l'ONAS, ce programme novateur vise à réduire le coût de vidange mécanique pour rendre l'offre davantage accessible au plus grand nombre de ménages. Sensibiliser sur les risques et dangers de la vidange manuelle pour la santé publique et l'environnement, encourager l'investissement du secteur privé dont l'activité sera agréée pour une meilleure qualité de service de vidange. C'est ainsi que l'exploitation des stations de bout de vidange lui a été déléguée. Aussi, pour approcher davantage les usagers des sites de dépotage, une nouvelle station de traitement des boues sera construite à Kermassar.
Le programme projette également de transformer les boues en biogaz pour produire de l'énergie et des fertilisants pour l'agriculture. À l'origine des nuisances et de préoccupations diverses, les boues de vidange constituent désormais une source d'énergie propre, pouvant générer des ressources financières additionnelles. ONAS. On parlait tout à l'heure des eaux usées, maintenant c'est des boues de vidange. Talon. Les boues de vidange et les eaux usées sur le plan domestique marchent généralement ensemble. C'est lorsqu'on part en industrie qu'on évoque plus les eaux usées. Vous vous rendez compte qu'au Sénégal, il y a un plan directeur national pour la gestion des boues de vidange, accompagné par l'État. Dans notre contexte, quel est le texte réglementaire d'abord qui encadre les boues de vidange, pour ne pas dire les eaux usées? Vous voyez directement que nous avons d'abord un vide juridique en matière des différents systèmes de traitement. C'est vrai, on va nous dire que le ministère de l'Environnement date de 2005. Ok, mais pourquoi de 2005 jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 17 ans. En 17 ans, le ministère de l'Environnement n'a pas pu encore statuer sur les textes juridiques pour pouvoir encadrer cette activité. Restons donc dans le concret, dans nos pratiques au quotidien. Vous partez ici au bois de Singe, où ces bouts de vidange sont collectés au quotidien. On ne parle pas déverser. Quel est leur sort? Avant, il y avait même un projet d'épandage et de séchage de ces bouts de vidange. L'épandage sauvage, bien sûr. Parce que épandage sauvage voudrait dire qu'on verse, ça dégage de très fortes odeurs. La dégradation se passe après, ça se sèche seul. C'est vrai, ce système n'était même pas écologique, mais c'était au moins un pas. Est-ce que ce système même fonctionne aujourd'hui? Non. Au niveau de bois de Singe, c'est versé, on ne sait pas là où ça finit la course. Et si on prend le cas de la ville de Yaoundé, à Nomayos, c'est déversé dans le cours d'eau, c'est déversé dans des champs qui arrivent dans des cours d'eau. On ne sait pas là où ça finit. Donc, pour ce cas, nous avons une volonté nationale de la politique gouvernementale qui accompagne des structures pour assurer le traitement. Et comme on a dit, quand c'est bien traité, on peut avoir du biogaz, on peut avoir des fertilisants. Laissez-moi donc vous dire qu'on a des micro-projets sur le plan local ou national que des jeunes entrepreneurs mettent sur pied pour avoir du biogaz. Nous avons plusieurs opérateurs économiques qui ont aujourd'hui des cités où ça fonctionne, où les étudiants utilisent le biogaz des toilettes, disons comme ça, pour pouvoir produire leur énergie, pour pouvoir cuire leurs aliments chaque jour. Est-ce que ce projet est par exemple soutenu? Le cas que je connais, c'est par exemple à l'IUT Fosso Victor, où vous avez des cités où là-bas, il n'y a pas de bouteille à gaz. Pour peu qu'on puisse créer une cuve qui canalise toutes ces eaux usées et ces bouts de vidange, la fermentation dans cet espace clos, ça produit du biogaz à utilisation directe par les étudiants de la cité. Je parle donc là d'une cité de moins de 20 personnes à échelle vraiment réduite. Est-ce que c'est accompagné par nos communes? Non. Pourtant, là, il y a un avantage, il y a une plus-value. Il y a une plus-value directe. Aujourd'hui, nous sommes dans une crise. Tout à l'heure, j'ai regardé le journal. Le carburant se raréfie. On ne sait pas quand ça va arriver en quantité suffisante. Mais si demain aussi on dit qu'il y a le gaz aussi qui se raréfie, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a pensé donc à exploiter nos excrétas au quotidien que tout le monde produit pour pouvoir utiliser comme biogaz ou bien pour pouvoir utiliser comme des engrais biologiques? Et bien sûr, des engrais biologiques, pas comme notre cas-ci. Parce que pour utiliser comme engrais biologique, il faudra désactiver. Parce que ça contient quand même des charges polluantes que si on manipule avec les mains, vous pouvez contracter plusieurs types de maladies. Ça se transforme en poison. Et ça se transforme en poison. Maintenant, certaines stations
que le gouvernement ou bien certaines structures administratives ont mis en place pour pouvoir traiter ces bouts de vidange? Où en est-on? Ça revient encore à la question que j'ai posée tout à l'heure, nos centres pilotes. Ça a donné quoi? Allez à l'université de Yaoundé 1, vous vous rendez compte qu'il y avait une station de traitement de bouts de vidange, bouts activés. Ça voudrait dire l'énergie, il y a l'énergie électrique qui est en train de... ça fait tourner là, ça donne de l'oxygène pour créer la dégradation. Pourquoi ce projet ne marche plus? Juste parce qu'il n'y avait pas le budget pour payer l'électricité, pour faire tourner ce moteur. Alors qu'en tournant ce moteur, on peut concevoir le système que ça puisse produire et du biogaz pour tous les étudiants de l'université de Yaoundé 1 et donner des engrais organiques pour les populations environnantes. Très bien. On va constater de façon claire que là, là aussi je reviens là sur la question, c'est question de gouvernance. Ce qui existait n'existait plus parce qu'on a refusé de financer. Ce qui fait même semblant de vouloir exister même, on regarde encore ça comme ça, mais on préfère prendre des sommes colossales pour investir sur des choses qui ne rapportent pratiquement rien. Alors, de ce fait-là, Basile et Togo, là, peut-être qu'il faudra encore remettre en cause la volonté politique. Oui, la volonté politique ne peut pas être éludée. On ne peut pas éluder cela d'un revers de la main. Je pense que nos gouvernants devraient, n'est-ce pas, mettre des moyens conséquents pour véritablement prendre en charge ces problèmes de traitement des eaux usées, de traitement des boues. Est-ce qu'on peut comprendre pourquoi les priorités apparemment de ces gens-là sont ailleurs? Non, je pense que nous avons épilogué là-dessus. Les priorités sont ailleurs parce que ça ne rapporte pas de l'argent. Parce que c'est le maillon faible de toutes les activités qui peuvent, mais le biogaz, être développées. Tout ce qu'il y a là, le biogaz et tout le reste, c'est quand même assez important. Oui, sauf que je ne pense pas qu'ils ont pris la mesure de cela. Je ne pense pas qu'ils ont cette volonté politique-là de vraiment mettre sur pied le traitement pour qu'on puisse avoir du biogaz qui puisse aussi générer d'autres fertilisants et autres, comme nous avons cité tout à l'heure. Je crois qu'il y a quand même ce manque de volonté. Moi, pour ma part, je pense qu'il y a un manque de volonté. Il y a aussi le fait que, généralement, les projets qu'on met en maturation, les projets qu'on met sur pied n'arrivent pas en maturation. Et puis, du jour au lendemain, comme ça, on balaye ça d'un revers de la main. Je prends l'exemple de ce que l'expert vient de dire tout à l'heure. Lorsque nous constatons qu'on a mis sur pied un mini-centre de traitement qui génère du biogaz et qu'il manque simplement l'argent pour payer l'électricité. Mais attention, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ce genre de projet qui n'arrive pas en maturation qu'on doit décrier. Parce que c'est quand même criard de constater que des trucs comme ça qui peuvent générer, non seulement pour le bien-être des populations, non seulement pour le bien-être de l'environnement, non seulement pour le développement même de la localité, qu'on ne puisse pas trouver des moyens conséquents pour mettre sur pied un mécanisme pour payer ne serait-ce que l'électricité. Alors que nous savons que ça peut générer d'autres choses qui sont plus importantes même pour le compte de la mairie. Donc ce sont des choses comme ça qu'il faut quand même être surpris. Quand nous écoutons des choses comme ça, nous sommes quand même surpris. Et c'est pour ça que c'est la raison pour laquelle nous appelons les vous êtes dans un système où on n'évalue pas, il n'y a aucun contrôle, on n'évalue rien, on ne contrôle rien, on laisse des gestionnaires faire comme ils veulent, comme ils entendent, et puis ils ne rendent compte à personne. Est-ce que ça devrait vous surprendre, Basile et Togo, ça ne devrait pas vous surprendre, vous devrez plutôt comprendre que là, il y a un problème. Alors là, on ne voudrait pas ramener cette affaire-là à une affaire politique, mais on veut comprendre pourquoi ces faits environnementaux semblent être désintéressés. Du désintérêt, je crois qu'il n'y a pas encore un plan. Ça voudrait dire quelqu'un qui puisse être dans la commune pour pouvoir porter le projet. Porter le projet voudrait dire présenter les points faibles et les points forts. Quelles sont les faiblesses et les forces de la commune pour s'engager dans ce type de projet et pour quelle rentabilité? Si le projet est mature et présenté ainsi à l'Assemblée communale, je crois que ça peut recueillir les participations pour qu'ils puissent s'y pencher un temps soit peu. Maintenant, la question c'est,
est-ce qu'il y a eu un projet qui puisse parler des questions environnementales et donner les avantages tant économiques, environnementaux que sociaux sur le plan communal? Est-ce qu'il y a ce type de projet? C'est ça la première question. Alors, est-ce que les maires ne devraient pas être eux-mêmes sensibilisés sur cette question par l'État central quand même? Si l'État central veut transférer un certain nombre de ses compétences, qui étaient d'ailleurs les siens il y a un temps, et pour transférer maintenant ça aux magistrats municipaux, ça veut dire qu'il faut leur outiller, il faut leur donner des outils qui leur permettent aussi de mieux comprendre ces choses-là. Basile disait tout à l'heure, beaucoup ne savent même pas ce qu'ils doivent faire. Je pense qu'ils savent ce qu'ils doivent faire. Mais comme on est en train de le relever depuis, vous allez vous rendre compte que dès que le budget est voté, la priorité c'est réhabiliter une route rapidement et pouvoir avoir des rétrocommissions sur les petits caniveaux qu'on est en train de construire. Et l'an prochain, cette route est encore enclavée, les caniveaux, c'est en débandade. On revient encore sur la route. On revient encore parce que c'est facile de décaisser sur ce projet qui doit certainement captiver l'attention de la population. Parce que dès qu'on a raclé là, on peut justifier quelques millions, bien que ça ait pris 500 000 francs. Donc, voyez-vous, je peux me tromper, là où leur intérêt personnel peut aller. Ça veut dire, l'exécutif communal ou bien l'adjoint du maire numéro 1 ou numéro 2, il serait plus tenté à être le porteur du projet d'un aménagement d'une petite voirie qui bien sûr doit... Une station d'assainissement. Oui, parce que la station d'assainissement, s'il s'engage dans ce projet, il risque de finir son mandat quand le projet vient de commencer à être rentable. Peut-être qu'il a donc peur de mettre sur pied un projet et que c'est plutôt un autre exécutif qui vient maintenant profiter des biens récolter les fruits. Il s'agit donc de la conception durable des projets dans nos collectivités. Est-ce que quand on conçoit un projet, on pense à nos 5 ans ou bien on pense aux populations sur 10, 15, 20 ans? Sinon, on devrait penser durable. Alors, curieusement, on pense à nos 5 ans. Oui. Allez voir, on pense à nos 5 ans. Oui, c'est là où il faut interpeller ces magistrats municipaux sur le principe de la continuité des services. Parce que il faut bien qu'ils comprennent que le service public ne s'arrête pas simplement à la fin de leur mandat ou bien à penser au nouveau mandat. Non, il y a une continuité du service public. Lorsqu'on met sur pied un projet, on peut ne pas finir ce projet, mais il est bon de le mettre pour le bien des populations. Parce qu'après être conseiller municipal, on est avant d'être conseiller municipal, on est avant tout un citoyen. Et on est appelé à vivre dans la localité. Donc si vous ne mettez pas sur pied des projets qui vous permettent vous-même, au moment où vous ne serez plus conseiller municipal, magistrat municipal, de bénéficier en tant que citoyen, que voulez-vous? C'est là où il faut interpeller, n'est-ce pas, ces magistrats municipaux. Parce qu'on a souvent l'impression qu'ils ne pensent qu'à des projets à court terme, qui puissent les permettre rapidement, n'est-ce pas, de rentrer dans leurs frais. Excusez-moi le terme que j'utilise le plus souvent, hein, mais c'est ça qui est malheureusement qui est la réalité. De rentrer dans les frais qu'ils ont engrangés pendant les campagnes électorales pour qu'ils puissent être maires. Ou alors de trouver des moyens de satisfaire ceux qui les ont soutenus, n'est-ce pas, pour prendre la tête de la mairie. Donc malheureusement, c'est ça le problème. Et on oublie que l'un des principes fondamentaux du service public, c'est la continuité du service. Et qu'il faut continuer le service, prendre le projet que l'ancien exécutif a mis sur pied, à permettre à ce qu'il puisse arriver à maturation. Mais on a comme l'impression que lorsque un nouvel exécutif prend la tête de la mairie, tous les projets que l'ancien a mis sur pied, qu'ils soient bénéfiques même pour les populations, il les met carrément, il dit que de manière systématique, il les met de côté. C'est un problème fondamental parce que ça prouve à suffisance que certains magistrats municipaux n'ont même pas encore compris véritablement le rôle qu'ils ont à jouer au sein de la... Peut-être que moi j'interpelle encore, je salue encore cette émission, qui permettent à ce que chaque fois qu'ils nous écoutent, qu'ils sachent qu'il y a des éléments sur lesquels ils ne doivent pas nous attarder. Nous ne sommes pas là pour critiquer de manière systématique, mais pour appeler à l'attention des magistrats municipaux que l'un des principes qui existent, notamment sur la continuité des services, c'est qu'ils doivent continuer les projets qui sont bénéfiques pour les populations, même si cela ne vient pas d'eux, mais
Même si cela ne génère pas de l'argent, le plus important, c'est que les populations se sentent à l'aise. Si vous êtes dans un milieu propre, bien assaini, et que vous dites que, OK, c'est mon maire qui l'a fait, il nous a laissé un village propre, bien assaini, je crois que ça va quand même de votre honneur. Hein. Toute votre vie, les gens n'oublieront pas ça. Sauf qu'ils veulent se remplir les poches, ces gens-là. Ils aiment tellement de l'argent que quand on leur demande de mettre un projet sur pied qui ne donne pas de l'argent à la commune, ils ont mal à la tête. Vous voyez même les cheveux qui sur la tête, on vous demandez qu'est-ce qui se passe avec ces gens-ci. Malheureusement, c'est ça, nos maires au Cameroun. Il faudra déjà qu'ils soient sensibilisés, qu'ils comprennent qu'ils sont là pour les populations et non pour eux. On leur donne, je crois, en fonction du compte administratif, ils sont de 250 000 francs en montant. Pour les fins du mois, ça suffit quand même déjà pour un maire, déjà, avec tout ce qu'il a comme signature, pour lui permettre tout au moins de se sentir mieux. Au même titre qu'un ministre, oui. Mais je voudrais relever, au-delà de la volonté manifeste des magistrats municipaux à concevoir et à implémenter des projets durables, attirer aussi l'attention des différents ménages. Vous vous rendez compte qu'il y a des locataires, par exemple, qui quittent le local parce qu'il y a des remontées nauséabondes à cause du mauvais système de traitement de boues de vidange, de l'assainissement autonome avec les fosses septiques. Sauf que là, ça relève encore de la sensibilisation. Si un temps soit peu, ces ménages pouvaient savoir qu'avec quelques francs CFA, on peut concevoir un système de traitement de ces bouts de vidange et qui les apporte du biogaz à l'instant T. Je crois que ça peut être aussi bénéfique pour tout le monde. Ça veut dire, au-delà donc de ce que les maires doivent faire sur le plan managérial, sur le plan général, nous, populations, nous avons aussi un rôle à jouer. Et ce rôle à jouer est immédiat, dans la mesure où nous avons des structures en place actuelles qui créent, qui conçoivent des dispositifs exactement comme la forme de la fosse, sauf que ça n'a pas d'angle vif pour faciliter l'activité bactérienne et qui produit le biogaz à la cité. Donc, vous avez vous-même la possibilité de produire du biogaz chez vous tant que votre effectif... Mais vous devez avoir des connaissances, vous devez être accompagné. Et là, je crois que les mairies ont toutes ces équipes techniques pour accompagner ces populations dans ce sens. Quand je parle des équipes techniques, ça c'est pour la commune. Oui, je reviens maintenant pour la population lambda. Alors, imaginez-vous, je prends une personne comme Basile de Togo qui vit à Douala Premier, par exemple. Comment, quand il n'a pas l'information, comment va-t-il faire pour s'offrir ce biogaz et faire comme vous êtes en train d'expliquer là? C'est donc ici la plateforme qui permet d'attirer l'attention et de sensibiliser les uns et les autres pour que les gens savent qu'il y a des possibilités, il y a des opportunités en matière de gestion de déchets. C'est ça que je voulais savoir. Essayez de nous dire comment est-ce qu'un citoyen lambda peut procéder. Ce que le citoyen lambda peut faire au travers des sensibilisations, ça voudrait dire si la commune a d'abord un pôle technique assez aguerri en la matière, si la même commune peut, si la population est sceptique, la même commune peut créer une station pilote à la mairie même et prouver qu'à partir des excrétas de la mairie, on peut produire le biogaz à la mairie, appeler pendant un forum la population qui peut venir expérimenter. Ça voudrait dire si la population constate et se rend compte que c'est vrai et que c'est réel, que la commune qui a peut-être 20 personnes peuvent, avec leur excréta, produire leur biogaz, ça voudrait dire que dans leur domicile aussi, ils peuvent avoir la possibilité. Vous allez voir, à Douala, au quotidien, on va faire les foies pour boire la bière. Mais là, il faut leur donner la technicité pour le faire. Oui, c'est ça la technicité. Ça veut dire, pourquoi ne pas organiser une foire, au lieu de présenter des mets de pistache qu'on a préparés et des boissons qu'on aime bien, présenter un projet durable, environnemental, qui va aller en leur profit. Ça veut dire leur prouver qu'à partir de leurs excrétas, ils peuvent produire du biogaz avec l'expérimentation sur site. Ce type de foire environnementale va susciter beaucoup d'intérêt même d'ailleurs. Beaucoup d'intérêt. Et à l'immédiat, il suffit qu'à l'immédiat, un opérateur économique qui a investi des centaines de millions pour une cité puisse prendre ce projet à l'immédiat et aller expérimenter dans sa cité. Si 2, 3, 4, 5 personnes ont expérimenté, ça va passer maintenant de bouche à oreille. Ça pourra donc être bénéfique
et pour la commune et pour la population. Là, la population saura ce que la commune a fait pour elle, en attirant leur attention sur leur potentialité de produire du biogaz à partir de leurs déchets. Même si la commune n'a pas eu la possibilité de créer un centre de traitement général. Donc, chacun, à son niveau, peut agir au travers de ce type de sensibilisation. Très bien. Alors, on a parlé de tout. On va parler un peu des espaces verts. On sait que très souvent, les communes se distraient par les espaces verts. Ils mettent quelques gazons là, on met un peu de gazon ici, on met là, on dit qu'on a créé un espace vert. Vous avez cité tout à l'heure, voilà, ils sont très forts dans cette histoire-là. Ils ont même déjà créé, je crois, les manèges tout au long du marché. Vous avez évalué ça tout à l'heure. Ils aiment bien ça, peut-être parce que ce n'est pas coûteux, ça rapporte un peu. Hein. C'est tout déjà, non seulement ce n'est pas coûteux, mais ça rapporte un peu. Mais je voudrais d'abord vous demander, de suivre avec beaucoup d'attention, l'aménagement d'un espace vert en image. Nous avons pris cela dans un pays européen. Vous avez vu, c'est des grandes surfaces attractives. Vous avez vu comment ça s'aménage. Ça ne demande pas grand-chose. La main-d'œuvre, il est là. Ça ne demande pas grand-chose. Et nos communes s'activent très souvent à faire ces genres de choses. Parce que là, au moins, c'est 10-15 millions. Ils peuvent se dire, OK, bon, si on jette quand même 15 millions, c'est pas trop. Parce qu'ils appellent ça jeter. Si on jette quand même 15 millions, c'est pas trop. Basile, commentaire. Oui, je pense qu'au regard de ce que nous avons vu comme vidéo, ça peut susciter beaucoup d'envie. Hein. Nous espérons que les magistrats municipaux qui nous écoutent peuvent, n'est-ce pas, copier cet exemple, nous doter des espaces verts, parce que nous en manquons quand même assez dans la ville de Douala. Et le peu qu'il y en a, malheureusement, de temps en temps, ne sont pas entretenus, bien, sont très mal entretenus. Il faut le remarquer. On trouve des herbes qui poussent, et puis de temps en temps, lorsque le maire se rappelle que peut-être 2 ou 3 ans,
D'autres, 6 mois après, il se rappelle qu'il y a un espace qu'il faut entretenir. Il met quelques petites personnes là-bas qui peuvent rapidement faire le travail. Et puis, mais je crois que ce sont des éléments qui sont attrayants dans une ville. Lorsque vous allez dans une ville et vous trouvez quand même du beau comme ça vous donne envie de revenir. Je crois pour ma part qu'il est important que nos maires prennent la mesure de nous doter des espaces verts un peu de partout. Et cela contribue aussi ça participe de la beauté quand même. Au phénomène de la pollution. Parce que c'est l'espace vert lutte contre la pollution. Il faut que ça soit beau, vous marchez, vous trouvez... Oui, on ne sort pas vous. Je voudrais noter sur les espaces verts qu'au-delà de cet aspect touristique, il faut considérer l'espace vert aussi comme une contribution sur le plan environnemental. Pourquoi environnemental? Toutefois, je voudrais noter qu'il est difficile de parler d'espace vert qui est touristique, qui est embellissant, si on n'a pas encore résolu assez le problème de gestion des déchets. Donc, en revenant donc sur la contribution de ces espaces verts, vous vous rendez compte pour le cas d'espèce que ça aide à la protection des talus. Ça voudrait dire dans des zones où on a des érosions ou bien des éboulements, créer des espaces verts sur ces zones permet de stabiliser des talus. Engazonner un talus, y planter des arbres ou bien des arbustes, ça stabilise tout à fait ce talus. Et d'un moment à l'autre, on ne pourra pas trop parler d'érosion. Mais dès qu'un espace, un talus est nu, c'est en proie à des érosions et après à des éboulements. Et c'est en ce moment qu'on appelle la magnanimité des pouvoirs publics parce que le pire est arrivé. Alors que quelques arbres seuls pouvaient stabiliser ce talus. Revenons maintenant sur l'aspect touristique de la chose. Je crois qu'on a un peu vite copié de l'Europe et ça nous rattrape très peu. Si vous partez à Bonabéry, vous regardez ce qu'on appelle l'ancienne route. L'ancienne route, il y a c'est un style de route à l'européen. Mais sauf que c'est sur ces gazons que les motos faufilent. Qu'est-ce que ça devient? Allez dans la ville de Bafoussam. La faute, c'est à qui? À ces motos qui faufilent ou bien à ceux qui ont mis le gazon? Est-ce que le projet avait été pensé? Si vous partez dans la ville de Bafoussam, quittant le tunnel d'en bas en allant vers Fumbot, du moins, ces espaces verts, c'est pour les chèvres. Du moins, on attache les chèvres là pour qu'ils broutent. C'est dans ce contexte-là que certaines entreprises de construction routière ont compris que dans leur projet, dans les projets de construction routière, on n'intègre plus l'engazonnement. Mais pourtant, il fallait l'intégrer. Il faut juste peut-être sensibiliser la population et mettre même des mesures répressives pour interdire aux gens de monter sur ces gazons n'importe comment, parce que ça participe quand même de la beauté des villes. Il faut interdire. C'est pour ça que vous constatez maintenant, on ne fait plus les gazons presque à ras le sol. Parce qu'avec l'incivisme, quand c'est plus bas, quand les dalettes de protection sont plus bas, c'est facile de monter. Maintenant, au règlement, vous allez voir, c'est plus haut, donc difficile d'accéder. Maintenant, c'est plus haut. On ne peut plus monter avec ni à pied, ni avec la moto. Quelle est la suite? Quel est le plan d'entretien de nos espaces verts? Ça veut dire qu'il faut donc les entretenir. Il faut donc que les communes mettent suffisamment de moyens à l'entretien pour que cela garde le bon sens. Tant que ce n'est pas entretenu, ça devient plutôt gênant sur le plan visuel. C'était des on va donc leur dire, faites cela, mais entretenez ça durablement pour que au moins la beauté y reste. Parce que c'est ça qui est important. Il faut les faire. Parce que vous donnez l'impression qu'il ne faudra peut-être pas les faire, que c'est peut-être de l'argent jeté, mais non. Il faut les faire, sauf qu'il faudra également suivre avec de l'entretien. Parce que les villes doivêtre demeurer propres, belles. Lorsqu'on voit, on est content. On marche dessus, on est content. On s'est dit, écoutez, nous vivons à Douala, Douala est propre. Et non Douala que nous vivons aujourd'hui. Merci beaucoup à nos chers panélistes d'être arrivés. Talon Tobou, Luc René, environnementaliste. Merci d'être venu, expert sur des questions d'assainissement. Basile Togo, juriste, expert en développement local. Vous avez été là toutes les deux pour remuer les ménages et donner le meilleur de l'actualité à nos téléspectateurs. Madame, Monsieur, retournons-nous mercredi prochain pour une autre thématique dans le cadre des regards sur les communes. Mais ce programme est en rediffusion des vendredis soir à 21h, dimanche 18h et lundi à 22h. Vous suivez ce programme en rediffusion. Madame, Monsieur, merci beaucoup. Merci également à cette réalisation tenue ce soir par Pauline Na et toute l'équipe technique qui était à sa charge. À bon entendeur, salut.